Dans les dernières éditions, au fond, on s'est exprimé sur la politique générale, plutôt de la macroéconomie. C'était là aussi l'expression de divergences sur des sujets. Et nous nous sommes aujourd'hui décidés à traiter plutôt les différentes politiques, pas toutes malheureusement, mais les différentes politiques qui sont annoncées par le président de la République, c'est-à-dire les problèmes de logement, enfin vous allez toutes les voir, le logement, la retraite, la santé, le commerce extérieur, l'industrie et la dette. Donc on va plutôt les regarder les unes les autres, essayer d'avoir des positions sur ces thèmes-là, qui, je le rappelle, ne sont pas des positions d'un groupe, mais des positions individuelles et qui vont être exprimées de manière très, j'allais dire, très à la fois rapide et j'espère très stimulante pour un petit déjeuner. Dernier point, dans notre organisation, nous avons toujours la même chose. Nous faisons un rapide tour de 2 minutes chacun maximum. Quel est, au fond, l'événement qui nous frappe le plus pour l'année 2018 ? Opportunité ou risque ? Et chacun d'entre nous va dire, au fond, sa sensibilité sur l'événement qui lui paraît le plus problématique. C'est peut-être ça le mot qu'il faut utiliser. Et puis après, il y a un ordre qui sera respecté, je l'espère du moins, et qui est le suivant. Donc, Lionel va démarrer sur la vision macronienne, finalement, au fond, de ce que l'Europe doit faire en termes de politique commerciale. Puis Pierre-Yves, même chose en termes de santé. Et on attend le programme, donc c'est tout à fait intéressant. Catherine, c'est sur la dette, si elle nous rejoint, mais elle va nous rejoindre. L'espoir est là. Antoine, c'est les retraites. Et moi-même, ce sera sur la politique industrielle. Et enfin, Alain Tranois sera sur la politique du logement qui, comme vous le savez, est assez discutée sur tous ces thèmes. Peut-être un mot. Nous, le 16 économistes, on est normalement 30, mais c'est une frontière qui est très, j'allais dire, très floue. Il n'y a pas de version stricte, limitée, bornée de l'idée que tel ou tel en fait partie. Et Antoine, qui a eu le prix l'année dernière de meilleur jeune économiste, en réalité est de fait, je ne sais plus comment on appelle ça, l'Académie des sciences morales, on appelle ça membre associé. Enfin bon, tout ça pour dire que c'est bien des membres du cercle qui sont ici. Voilà. Peut-être Pierre-Yves sur les 2 premières minutes, qu'est-ce qui te pose problème ? Un risque et une opportunité pour 2018. Dans le domaine de la santé, moi je vais commencer par les opportunités, parce que c'est quand même, c'est ma nature. Je crois que c'est dans le développement de la télémédecine et au-delà des systèmes d'information dans le secteur de la santé qui sont un potentiel extraordinaire pour améliorer la coordination des soins autour du patient, donc une meilleure circulation d'informations. C'est des enjeux qui sont assez profonds. Parce que c'est pas quelque chose qui s'organise en top-down, mais c'est quelque chose qui vient potentiellement modifier profondément les pratiques. Donc là, il y a vraiment des opportunités assez, et je crois que ça fait partie des éléments qui ont été perçus par le gouvernement actuellement, qui méritent d'être développés. Donc ça, c'est au niveau en termes d'opportunités. En termes de menaces, je crois que là, une menace importante, c'est est-ce que la politique des drogues, et notamment les politiques du cannabis, vont rester l'apanage du ministère de l'Intérieur, ou est-ce que on commencera enfin à considérer ces questions-là comme des questions de santé publique, et est-ce que le ministère de la Santé s'en occupera et interviendra sur ces questions en ne laissant pas uniquement le terrain à une vision particulière de ces questions. Voilà. Ça, c'est du côté menace. Je vais commencer par ce qui est présenté par beaucoup comme une opportunité qui me paraît un grand risque. C'est ce qui est en train de se passer en Allemagne, donc avec les efforts de Madame Merkel pour arriver à une plateforme commune avec le SPD. De toute façon, même si elle y arrive, elle sortira très affaiblie. Ce qu'il y aura au sein de ce programme sera de l'eau tiède, et c'est tout ce dont l'Europe n'a pas besoin. Donc ça a été beaucoup présenté comme une chance pour la France pour se mettre en avant. Ce qui est important en Europe, c'est que les deux marchent du même pas,
Et on a eu une période de vacuité côté français peut-être. Et maintenant, l'affaire se retourne et c'est du côté allemand. Donc c'est bon ni dans un sens ni dans l'autre. On a besoin de deux pays très innovants et très promoteurs de nouvelles idées en Europe, notamment puisqu'il y a beaucoup de sujets, l'euro et quelques autres, à régler très, très prochainement. Donc c'est un très très grand risque dont on ne mesure pas, me semble-t-il, suffisamment l'importance en France. Et concernant l'opportunité, eh bien, je voudrais vous donner une opportunité qui, au contraire, est présentée comme un risque par beaucoup. C'est donc le fait que le CETA, vous en avez peut-être entendu parler, c'est l'accord entre l'Union européenne et donc le Canada, va passer au Parlement pour ratification, puisque c'est un accord mixte. Et donc, c'est présenté par beaucoup comme un risque, parce qu'effectivement, à partir du moment où ça passe au Parlement, il va y avoir un vote. Et en même temps, c'est une opportunité, parce que c'est une chance tout à fait grande de pouvoir mettre sur la table les positions donc diamétralement opposées qui existent sur l'échiquier politique français par rapport à la mondialisation, de le faire de façon sereine et ordonnée, et de pousser les pions de la France sur ces sujets dont je reparlerai quand on me passera la parole pour une deuxième fois. L'opportunité, c'est évidemment le fait que la politique économique du président Macron est en réalité très cohérente et très forte. Cohérence forte et en réalité, elle permet de discuter, de critiquer, de soutenir, mais en tout cas, c'est assez simple et clair ce qu'il souhaite. Il y a une vision au fond, où le mot modernisation prend tout son sens plutôt que celui de réforme qu'on a utilisé pendant les 10 dernières années. En revanche, là où je suis un peu inquiet, c'est au fond l'idée que lorsqu'on regarde les prévisions de cette année, qui se révéleront vraiment assez exactes, sur le marché de l'emploi, on s'aperçoit que le taux de chômage en France ne va pas diminuer en 2018, qu'en gros, il y a 150 000 personnes qui vont arriver sur le marché du travail et les créations d'emplois nets seront vraisemblablement du même ordre de grandeur. Donc on va avoir un problème qui est, à mon sens, très important, que ce problème ressemble étrangement à cette idée qu'on ne fait pas de réforme si on n'a pas un peu de croissance, et on ne fait pas de transformation si l'on n'a pas en réalité l'espoir qui commence à se répandre un peu partout sur le marché du travail. Je ne dis pas que l'ambiance soit mauvaise, je dis que le problème du taux de chômage va demeurer quand même comme très important. Je pense que la rupture sur les contrats aidés a été beaucoup trop brutale et qu'on en a fait une espèce d'instrument majeur de politique et de réorganisation de la politique de l'emploi que je trouvais un peu, en tout cas, rapide. Et la difficulté qui viendra dans les mois qui viennent, c'est que mois après mois ou trimestre après trimestre, heureusement trimestre après trimestre, on s'apercevra de fait que la situation sur le marché de l'emploi ne s'améliore guère, ce qui sera qui est peut-être un plateau nécessaire pour les années 2019-2020. Chacun sait que les prévisions sont meilleures pour les 2 années qui suivent, mais ça pose un problème. Et je mets les uns et les autres en garde contre cette astuce que je trouve un tout petit peu politicienne, qui consiste à expliquer que le taux de chômage structurel est à 9%, ce qui évidemment dédouane de toute difficulté et de toute possibilité de réduire ce taux de chômage. Je trouve que c'est un peu rapide, personne ne sait si c'est 8,5, 9, et l'utilisation de ce chiffre me paraît un peu excessive. Un risque, donc c'est pas un immense risque, mais disons qu'il y a eu un baby-boom dans les années 2000, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est un mini baby-boom, mais il se trouve qu'aujourd'hui, ces générations-là arrivent à l'âge de rentrer à l'université, et dans un cadre, en fait, ça nous fait augmenter le nombre, fortement le nombre d'étudiants qui arrivent à l'université. Alors c'est en soi une très bonne nouvelle. Le problème, c'est que si avec des moyens constants pour l'enseignement supérieur, ça veut dire que les ressources par étudiant vont baisser fortement. Et donc, dans un contexte où tout le discours est sur l'investissement, sur le capital humain, la formation, on va se retrouver avec un écart assez fort entre ce qui est de fait
mis en place et le discours politique. J'ajoute qu'on va rajouter à ce problème-là la question de l'allocation des étudiants, le choix des universités, des niveaux d'enseignement supérieur avec les mécanismes APB qui sont en cours de renouvellement, mais qu'on n'est pas complètement à l'abri d'un échec ou enfin d'un problème assez clair d'allocation. Donc là, ça me donne un petit peu un bon cocktail pour que la rentrée universitaire 2018 ne se fasse pas dans les très bonnes conditions. En opportunité pour 2018, moi ce que je vois, c'est la réforme de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il y a pour le coup une volonté dont on voit qu'ils sont en train d'essayer de penser comment redonner un rôle à l'Assemblée nationale en redonnant des moyens propres d'expertise, de contrôle, d'évaluation des politiques publiques. Et je crois que c'est une vraie opportunité parce qu'on a un Parlement qui est structurellement faible, et y compris à côté de la plupart de nos pays voisins européens, le fait d'avoir un législatif qui reprend la main du contrôle, du pouvoir, y compris face à un exécutif, ça peut donner sur le long terme un renouveau à la démocratie française, et je vois ça comme une bonne opportunité pour l'année.